Notre invité d'aujourd'hui a le front haut et intelligent de quelqu'un à qui on confierait sans crainte les rênes d'un pays et l'œil espiègle d'un enfant qui vient de faire son premier vrai mauvais coup. Un mélange délicieux, un des visages les plus appétissants que je connaisse, si je puis me permettre. Et c'est un des rares à avoir réussi à devenir un si puissant communicateur que quand on le voit à la télévision, on a envie, nous, de lui faire plaisir juste pour le remercier d'être là, comme un ami. Après des années passées à l'étranger et des années à faire du journalisme dit sérieux, il a décidé de s'occuper sérieusement de nos palais et de nos penses. Et que ce soit dans ses émissions de télévision ou encore dans son excellent livre, les ingrédients qu'il nous propose mènent tout aussi bien à un plat très réussi qu'à une plus grande ouverture d'esprit. Il faut le faire, mesdames et messieurs. Daniel Pinard est avec nous pour cette demi-heure. Bonjour, Daniel Pinard. Vous me voyez confus, Marie-Claude. Que d'éloges et que de gentillesse. La cour est pleine, la cour est pleine. Mais c'est la vérité. C'est ce que je ressens. Et je ne suis pas la seule, croyez-moi. Ben, c'est gentil. Il y a des gens qui m'entourent et qui entendent mes propos avant que je vous les dise. Daniel, je vous entendais dire récemment dans une émission que la cuisine, c'était aussi une façon de prêcher la tolérance. J'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Et je me demandais si vous vous sentiez une mission d'aider les gens à s'ouvrir. Quand je disais ça, je sais où vous l'avez vu, j'étais sur un appareil qu'on appelle un lift, quand le mot français nous échappe, dans un entrepôt, et je ne savais pas qu'on prenait le son. Et alors, je n'avais aucune idée non plus qu'on allait diffuser ce propos, que je n'aurais pas normalement dit, parce que ça me semble un peu... Mais c'est vrai. Mais c'est joli. Oui. Ben, je parlais de tolérance dans ce cas-ci parce qu'il s'agissait d'un entrepôt où il y a énormément de produits ethniques de toutes sortes et de toutes couleurs et qui font que tout à coup, je suis heureux de pouvoir dire aux gens, vous savez qu'en Inde, on mange de telle façon, que les Arabes font telle chose, que les gens des Caraïbes font telle autre. Et soyez un peu comme eux, faites partie du monde. Nous sommes tous finalement dans le même moule et nous avons tous un cœur qui soit le même. Avez-vous l'impression vraiment que par la cuisine, par la nourriture, on peut, par la suite, s'ouvrir à la culture en général d'un autre pays? Absolument. Je pense que c'est nécessaire, étant donné que la cuisine que l'on connaît par sa naissance est une cuisine qui s'impose et qui n'est pas perçue comme culturelle, puisqu'elle va de soi et qu'elle fait, pour ainsi dire, partie de la nature. Il est de ma nature de parler français, il est de ma culture d'en avoir appris d'autres. Est-ce que c'est vrai que, tout petit, c'est la chimie, la transformation de la nourriture et des aliments qui vous fascinait? J'ai toujours eu un rapport très étrange à la cuisine, dont je me souviens d'ailleurs de façon très, très précise. Je me souviens un jour d'avoir appelé à ma mère un moment, et ma mère me regarde interloquée, me dit « Ce que tu viens de dire est vrai, mais tu avais 2 ans. » Ben, je dis, écoute, je me souviens pas de l'âge que j'avais, mais je me souviens que ma mère avait fait installer une sorte de chaîne devant la porte du four pour m'empêcher de l'ouvrir. C'était un four à gaz. Et ce qui me permettait de le savoir, c'est que je lui dis, je vois encore le four, il était vert. Alors elle me dit, c'est le four de la rue Rachel. Tu avais donc 2 ans parce qu'on a déménagé plus tard. Et ce que je faisais, c'est que j'allumais le four. J'étais pas du tout pyromane. J'allumais le four, j'aurais pu l'être, là, mais je l'allumais et j'y mettais de la bouffe pour savoir pourquoi, quand on met quelque chose au feu, c'est meilleur après qu'avant. Et je me souviens d'avoir tenté la chose avec des champignons qui en sortaient tout pétassés, comme aurait dit mon père. Et ma mère me laissait faire pourvu que quelqu'un soit autour et me laissait m'interroger. Je lui écoutais je ne sais pas combien de casseroles, entre autres, parce que j'essayais de savoir pourquoi le caramel se forme. Mais je ne savais pas poser la question. Elle n'aurait probablement pas su elle-même me répondre, parce qu'à cette époque, on avait une culture gastronomique qui était vraiment pas chimique, qui ne se posait pas ces questions-là. Et est-ce que c'est vrai qu'à l'adolescence, quand vous étiez au collège, c'est pas les passages à l'index qui vous passionnaient dans les livres, dans la littérature, c'était les passages sur la nourriture, sur les saveurs, sur les odeurs, sur la bouffe, quoi? Ce qui était des passages sur l'absence de ma mère et de l'absence de mon père, et je m'en suis rendu compte en écrivant ce bouquin, d'ailleurs, et qui a été pour moi une sorte d'exercice psychanalytique où je me découvrais parce qu'on m'avait demandé au magazine Elle, pourriez-vous faire une chronique sur la bouffe, et ce serait amusant de faire un petit paragraphe d'introduction. On voudrait que vous attiriez les femmes à la cuisine, qu'elles y retournent avec plaisir. Bon, c'est surtout leur chum qui lisait ces chroniques-là et qui le faisait. Alors donc, je me suis rendu compte en essayant d'écrire à ces gens que je voulais séduire, non pas à la bouffe, mais à l'art de faire plaisir aux autres et finalement de les materner, de les nourrir, etc. Je découvrais que j'ai un rapport à la nourriture qui est un rapport à l'absence de ma mère et mon père, à l'absence relative.
de ma mère et mon père, et donc que j'ai découvert les plaisirs de la bouffe au pensionnat, non seulement parce que la bouffe était immangeable dans ces pensionnats, mais parce que quand je lisais des livres qui étaient tolérés, je pense à un livre de Maupassant, entre autres, où il y avait une recette, comme dirait Sœur Angèle. Mais en fait, c'était pas voulu comme ça. Alors, ça racontait l'histoire de ce terrible Allemand qui était allé pêcher des truites dans un ruisseau appâté par un Français, bon, et qui la faisait au bleu. Et alors, faire une truite au bleu, c'est de la plonger dans une eau vinaigrée de telle façon, alors elle vire au bleu carrément, et on la plonge après l'avoir assommée, et elle se rétracte de telle façon qu'elle se désosse elle-même. C'est très cruel. Alors, c'était voulu par Maupassant pour décrire la cruauté de l'Allemand. Je la comprenais bien, mais j'essayais d'imaginer ce parfum de la truite. De la même façon qu'en lisant Colette dans certains livres qu'on nous autorisait à lire, je pense aux Vrilles de la Vigne, par exemple, où elle racontait ce parfum de thym que l'on met ou de sauge que l'on met dans le navarin, ou ce parfum de telle plante qu'on écrase en préparant la salade. Et on ne connaissait pas ça au Québec du tout. Alors donc, j'imaginais le thym, j'imaginais le romarin sans jamais l'avoir goûté d'aucune façon. Est-ce que ça vous a permis une adolescence saine et agréable et tranquille et douce, ou ça a donné plutôt une adolescence un peu perturbée, dérangée? J'ai eu une adolescence complexe et compliquée. L'adolescence, c'est le moment où on découvre qui on est et qu'on en est surpris. On dit toujours l'adolescence, la jeunesse, c'est le plus bel âge. C'est un mensonge énorme. Il n'y a rien de plus difficile dans la vie, je trouve, que d'être jeune. Parce qu'on a tout à prouver sans savoir ce qui s'en vient, d'une part. Parce que d'autre part, on nous dit sans arrêt que nous sommes l'artisan de nos vies, ce qui est absolument faux, et ce que je comprenais à l'époque intuitivement. J'imagine qu'un enfant qui naît dans un quartier très pauvre de Montréal ou d'ailleurs, et qu'un enfant qui naît dans un quartier très riche de Montréal ou ailleurs, se pensent tous les deux responsables de leur état, ce qu'évidemment ils ne sont en rien. Et donc, à l'adolescence, quand on vous glorifie cette façon de dire « t'es à l'âge où tu peux choisir », et qu'on se rend compte qu'au contraire, on ne peut rien choisir du tout. Et que la vie a choisi pour nous. Les gens diront maintenant que les gènes ont choisi pour nous. Mais est-ce que vous étiez rebelle ou plutôt malheureux? Ben, enfin, les gens qui me connaissaient à l'époque disaient que je riais sans arrêt, je faisais des coups pendables, je m'amusais beaucoup. Mais ça cachait derrière une sorte de réflexion qui ne m'a jamais quitté d'ailleurs, qui est une réflexion sur le sens profond de la vie, que je me fais sans arrêt. Et qui est malvenu, dont on parle assez peu. D'ailleurs, je vous vois me faire le même coup que vous faites à tous vos invités, finalement, qui est de les obliger à parler de choses dont ils ne parlent jamais, ou en tout cas si rarement, que je n'en parle même pas à mes amis intimes, qui est de se dire parfois, la vie a-t-elle un sens? Qui sont des questions qui vont plus loin que Dieu existe-t-il, y a-t-il un ciel, y a-t-il un péché? Non, ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à des sentiments parfois d'irréalité, de dire il n'y a rien de ça qui est vrai. Elle n'est pas là, ni cette table, ni ça. Je suis ici pour autre chose, et je ne sais pas pourquoi. Et malgré ça, je dois être le plus possible près de l'autre, l'écouter le plus possible, lui offrir ce que je peux, sans me laisser pour autant dévorer, et je dois survivre, et tout à coup arrivera ce moment où peut-être que je saurai, ou peut-être que enfin, je ne me poserai plus de questions et que je ne saurai plus rien. Alors voilà. Alors donc, à l'adolescence, j'avais un peu ça, j'avais cette inquiétude. Et je me souviens de gens qui, à l'époque, me disaient, qui ont l'âge que j'ai maintenant, qui me disaient, tu vas voir, ça se place. Mon Dieu que c'est vrai. Et je trouve que plus on vieillit, mieux ça va. Et plus on voit qu'on a, non pas qu'on a nécessairement prouvé quelque chose, mais on se rend compte que ce que les autres pensent qu'on a prouvé n'est pas nécessairement du tout important, mais qu'on se prouve qu'on peut quand même tenir face à la vie une ouverture telle qui permette, quand vous me présentiez tantôt, je crois que c'est très vrai que j'ai gardé ce côté enfant d'émerveillement devant les choses, d'avoir fait un coup pendable. Et finalement, quand on vieillit, on se rend compte qu'on éprouve toujours le même plaisir à voir la première fleur s'ouvrir au printemps
que le premier petit clapotis du ruisseau, de la neige qui fond, nous émeut de la même manière, et que finalement, on n'a pas à avoir peur de perdre son enfance, on a tout à gagner. Oui. Daniel Pinard, vous adorez lire. Oui. Vous êtes curieux. Et ça vous vient d'où, cette grande curiosité, cette passion d'apprendre? Ça me vient de mes parents, ça me vient de mon père qui lisait voracement, de ma mère qui faisait de même. Ça me vient de là peut-être, si on cherche ça, chez ses parents, dans ses origines peut-être. Mais ça me vient tout simplement, je pense que la vie m'intéresse, c'est que je ne suis pas obligé d'entrer dans l'armée pour la vivre. Et alors donc, j'aime beaucoup lire parce que j'ai l'impression de connaître quelqu'un par cette lecture-là. Donc oui, je lis beaucoup. J'écoute énormément de musique, mais je fais ça aussi d'une façon un peu... Il m'arrive de partir en vacances, par exemple, et d'apporter, ça fait 10 fois que je le fais, j'ai jamais réussi à le lire, d'apporter à la recherche du temps perdu, de me dire, enfin, je vais lire ça. Mais comme je sais que j'y parviendrai pas, j'apporte aussi, par exemple, tout Camus. Et je le fais au complet. Alors de ce temps-ci, c'est Bernard Lagacé, qui est pour moi un génie, et dont j'écoute sans arrêt. C'est un organiste pas aussi connu qu'il devrait l'être, et qui a une douzaine de disques chez Analecta qui sont des merveilles, et que j'écoute jusqu'à les savoir littéralement par cœur. Là, le dernier, que j'ai d'ailleurs acheté hier, j'étais ravi parce qu'il était introuvable, c'est les Variations Goldberg, qu'il a adapté pour l'orgue. Alors, je mets ça, et là, je vois comme si Bach renaissait sous les mains de Bernard Lagacé, parce que Bernard compose littéralement l'œuvre, il la cherche et on la voit grandir sous ses doigts, et à force de le voir faire de la musique, il m'en fait faire avec lui. Et Bach naît dans mon petit appareil carré, et il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle Bernard Lagacé qui a donné naissance à Bach, ce qui est quand même pas mal. Quel passionné vous êtes. C'est extraordinaire de vous entendre. Est-ce qu'une passion comme ça n'a pas aussi des côtés très, très durs à vivre? Ce qui m'ennuie un peu, c'est que la vie est trop courte. C'est que j'aimerais que ça dure, non pas que je craigne la mort et que je veuille être éternel. Je pense qu'à partir du moment où on veut que la nature existe, il faut accepter de s'effacer à son tour. Mais c'est simplement que je voudrais qu'on prenne le temps comme nous le prenons ensemble. J'ai trouvé le métier particulièrement difficile. Je trouve qu'il est de plus en plus difficile. Je vois les jeunes s'y faire malgré tout un semblant de place. Et je me rappelle du temps où on pouvait passer, comme on le fait ensemble, du temps avec quelqu'un. Du temps, comme je disais en parlant de Bernard Lagacé, du temps à faire de la musique ensemble. Sors ton violon, je vais sortir mes castagnettes, puis on va voir si ça donne quelque chose. Mais pour que ça donne quelque chose, encore faut-il prendre le temps que ça donne quelque chose. Alors que maintenant, non. Maintenant, on prétend et on vous dit que les choses, le public qu'on prétend connaître, et nous dit-on, n'en a cure de vous entendre parler plus que 2 minutes et demie. Alors, nous sommes dans la civilisation du vidéoclip, du clip politique, où rien n'est jamais fouillé convenablement, où on n'a jamais le temps de rien dire, et oui, ça me rend malheureux. Je voudrais qu'on redonne aux gens le temps qui manque. Oui. Mais quand je parlais de votre passion, ce que je voulais dire, c'est que vous semblez très passionné dans la vie en général. Je ne parlais pas nécessairement juste face au métier. Est-ce que... On dit souvent que quand on est passionné comme ça, il faut vivre l'excès contraire, c'est-à-dire qu'on peut être très, très high et très down. Est-ce que vous vivez des gros downs dans votre vie, des moments où ça... Je suis un peu cyclotimique. Je crois que ça a des origines biologiques. C'est héréditaire, donc on essaie d'en voir un peu des traces chez d'autres. Il m'arrive effectivement d'avoir physiologiquement une sorte de fatigue intérieure, mais non, je ne suis pas troublé par ça. Et je ne pense pas du tout, d'ailleurs, que la passion telle que j'essaie de la vivre est comme pendant une mélancolie qui doivent à un moment donné lui répondre pour que le balancier se rétablisse. Je pense qu'au contraire, la passion, plus on la vit, plus elle est rassurante et plus elle est correcte. Si je ne donnais pas de temps à l'agacer de me faire vivre Bach jusqu'au bout, là, je serais malheureux. Parce que je n'écouterais plus rien. Mais je vais écouter l'agacer tant et aussi longtemps qu'il me dit quelque chose. Ça a l'air que ça va être bien long. J'ai fait la même chose avec Gould, que j'ai écouté, mais des heures et des heures et des heures et des heures. Et je suis de ceux qui pensent qu'on n'écoute pas de la musique en lisant. Quand je lis, je lis. Quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Quand je cuisine, je cuisine.
Je fais aussi de la télé, vous me direz. Ça paraît d'ailleurs. Daniel Pinard, dans votre livre délicieux, dans le chapitre sur le New York Cheesecake, à un moment donné, tout petit bout de phrase où vous parlez des gens dans la rue. Comme ils sont anonymes, c'est plus facile de les aimer, on les aime plus facilement. Est-ce que vous faites partie des grands privilégiés de ces gens qui ont compris ce que c'était que l'amour? Oh mon Dieu, sûrement pas. Je pense que tout le monde comprend ce que c'est que l'amour. L'amour peut être défini comme Freud le disait, par exemple. Freud qui disait l'amour, c'est une survaluation de l'objet. Si l'amour est la recherche que l'on a de partager avec quelqu'un un rêve, un idéal, des enfants, l'avenir, bien sûr que c'est possible. Si l'amour, c'est la quête de l'absolu, de l'éternel plaisir, n'en résultera bien sûr que l'éternelle souffrance. Si l'amour, c'est aussi... Et ça me touche beaucoup que vous souligniez cette phrase qui m'a été soulignée par Jacques Godbout, qui, de tout ce livre, n'en a retenu, au fond, sérieusement, a retenu celle-là. C'est que j'ai l'impression qu'on doit arriver à un moment donné à vivre une capacité de reconnaissance, au sens de reconnaître quelqu'un. Je fais un peu du Claudel de mauvais goût, là. C'est pas reconnaître, mais ce que je veux dire, c'est de reconnaître dans le regard d'une personne étrangère une lueur qui fasse qu'on l'aime déjà. Et moi, ce qui m'a le plus touché de tout ce que j'ai lu, c'est la phrase de Prévert qui, dans Barbara, dit « Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les connais pas ». Et c'est peut-être un peu ça qui fait qu'on fait le métier qu'on fait sans en être absolument détruit, parce que ce serait un mensonge que de dire « Je vous parle, chers téléspectateurs, et je vous vois dans votre salon », alors que tout le monde sait que c'est faux. Mais ça n'est pas si faux que ça. Et comme me disent les gens qui nous reçoivent, nous, dans leur salon, on vous connaît bien, même si vous ne nous connaissez pas. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Alors effectivement, ce que je voulais dire dans cette phrase-là, c'est que l'abandon à l'autre est effectivement plus facile quand on n'a pas de préjugés, quand on n'a pas d'idées préconçues, quand on ne sait pas d'où ils sont. C'est évidemment la phrase d'un adolescent de 18 ans qui se retrouve à New York un peu perdu à la recherche de lui-même et qui veut dire aussi en même temps « Je suis perdu dans cette ville où personne ne me connaît et donc je suis moi aussi peut-être d'une certaine façon aimable. » Mais c'est une phrase d'adolescent. Oui, et d'une certaine façon à inventer aussi. Quand on est dans l'anonymat, ça permet de s'inventer. Aimez-vous ce que vous êtes devenu à ce stade-ci de votre vie? J'ai de la difficulté à répondre à ce genre de questions parce que si vous me demandiez si je suis heureux d'être ce que je suis, donc assez bien dans ma peau, oui. Vous êtes apprivoisé à vous-même? Oui. Par contre, je ne crois pas qu'on soit l'auteur de sa propre vie en aucune manière. Et les gens qui parlent, par exemple, de leur plan de carrière sont les gens qui me font toujours assez sourire. Moi, je ne fais de plan de rien. Je fais de la bouffe à mon grand étonnement. Je suis assis avec vous, je n'avais aucune idée de ce que nous allions dire ensemble et faire, et nous l'avons fait. Je ne sais pas de quoi le lendemain sera fait, cependant, et ça, je dis ça surtout parce que je sais qu'il y a des jeunes peut-être qui nous écoutent, de leur dire, à mesure qu'on vieillit, c'est de plus en plus facile. Les questions sont de plus en plus, sont de plus en plus rassurantes, les questions que l'on se pose. La place qu'on occupe dans le monde, on l'occupe en soi. Et on s'y trouve finalement assez bien. Et il faut laisser, je pense, aux autres le soin de nous prévoir une carrière, de nous inventer un futur, et qu'il faut vivre le moment quotidien. Alors donc, à mesure qu'on vieillit, je vous le disais à un moment donné, on se rend compte que la nature nous émeut tout autant. Alors bravo, la nature demeure. C'est peut-être pour ça que je deviens cependant, à mesure que je vieillis, de plus en plus écolo. Je trouve que la nature... on lui fait des coups assez insupportables. Diriez-vous aussi de plus en plus tendre en vieillissant? Sûrement, mais c'est parce que je ramollis. Et c'est bien ou pas bien? Ça n'est pas que je sois plus tendre, c'est que j'ai le courage de le dire à l'occasion. Et de vous le dire à vous. De reconnaître ça. C'est une chose qui est difficile à dire. Je trouve dans une société où la tendresse est assez mal vue, ou assez malvenue,
La gentillesse aussi, d'ailleurs. Je pense à cette expression qui me fait grimper dans les rideaux quand on dit à quelqu'un « il est assez têteux ?» parce qu'il vient de vous dire, par exemple, comme je vous le dis, vous me faites dire des choses que je ne dirais à personne, que j'entende personne me traiter de têteux. Je dis quelque chose de vrai. De la même façon, si je faisais état du fait qu'en vous parlant, vous me rendez tendre, parce que ça se joue à deux, la tendresse. Ça se joue pas tout seul. On ne peut pas être tendre dans une société qui nous refuse le droit de l'être. Mais quand on vieillit, on prend des droits. Et les gens disent, à mesure qu'il vieillit, de toute façon, il ne changera pas, qu'il reste donc de même. Il est rendu tendre. Alors oui, je suis de plus en plus tendre et j'aime ça. Elle est très belle, cette tendresse. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claude. À bientôt. Merci.